j'en peux plus d'entendre Maria. Je pète un plomb. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie, et c'est bien parce que cette fois-ci c'est pas moi qui chantais, parce que là ils vont vraiment croire, les auditeurs, qu'on a pété un plomb. Non, nous n'allons pas dire oui à la drogue cette année. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'entrées musicales. Alors moi j'allais commencer plus subtilement avec un Ray. Il a rencontré une fille qui s'appelle Ray, et soudain ce son ne sera plus jamais le même pour nous non plus. Et tu vois, je m'étais forcée de pas le chanter histoire de pas plus le massacrer que ça, mais ah non, mais moi j'hésite plus. Moi c'est tonight, je vais perdre ma casaque. J'en peux plus de ces comédies musicales. J'en peux plus. Et on n'a pas du tout le même ressenti sur ça, parce que moi, tu vois, je l'ai chanté joyeusement pendant 2 semaines. J'en peux plus. Moi je l'ai regardé hier, j'ai attendu la dernière minute et j'étais au bout de ma vie, 2h30. Mais non, mais arrêtez quoi. Bon, alors j'ai officiellement torturé Aurélie pour la rentrée. Ça c'est fait. Alors, en sachant qu'elle n'a pas regardé la version Spielberg, et je pense, mon petit doigt me dit qu'elle n'ira pas le regarder. Non, j'irai pas, sauf si on me paye très cher. Voilà, c'est ça. Franchement. Bon, donc on va pas s'appuyer sur la version récente de Spielberg, mais cet épisode tombe bien, puisqu'effectivement, dans vos cinémas actuellement, le remake de Spielberg de la fameuse comédie musicale de Leonard Bernstein, ou Bernstein, c'est comme tu veux, hein, joue là comme tu le sens, mais normalement tu dis Bernstein, il me semble. Hein. Les Anglais, ouais, parce qu'ils disent Einstein et pas Einstein, alors... Bah oui, moi je l'ai dit à l'anglaise, enfin l'américaine. Et donc, oui, nous allons parler de cette comédie musicale version 62, ou 61, même 62 en France quand il est sorti, parce que il y a des parallèles avec le dernier Jedi, ce qui nous permet de faire un épisode bonus, qui est probablement pas l'épisode bonus des Très Riches Heures auquel vous vous attendiez, définitivement pas celui auquel Aurélie s'attendait. Moi je charge tout sur Claire, c'est Claire qui a vu les parallèles, c'est l'initiative de Claire, je botte en touche direct. Alors, elle en démordra pas, elle en sortira pas, et on va essayer de vous... Mais il y a du matos, il y a du matos. Mais oui, il y a du matos, mais ça ne sort pas complètement de mon cul, je tiens à le dire. Ça tient en partie de la tête de Rian Johnson, on va oser le dire. Ryan, si tu nous écoutes, il y en avait un qui partait, et à partir de là, on va un petit peu tirer la pelote de laine comme Ryan ou Thésée dans le labyrinthe du Minotaure, en espérant... pas se faire bouffer. Pas se faire bouffer par les fanboys enragés. Comment? Mais oui, il y a des parallèles, bien sûr. Et donc oui, bah évidemment, il n'avait pas vu la version de Spielberg. Donc là, nous, on l'a pas vu ni l'une ni l'autre, donc on va pas en parler. Oh non, Dieu merci. Non, moi, je vois pas nécessairement l'utilité. Je sais que Alexandre est très fan de ce film. Il y a plein de gens qui disent que c'est merveilleux, c'est un chef-d'œuvre, etc. Je vais pas revenir là-dessus. On va revenir sur visuellement des éléments qui avaient été apportés par la comédie musicale représentée à l'écran donc par Wise et Robbins. Et puis évidemment, c'est pas déconnant de parler de cette comédie musicale, parce que on rappelle que Ray et Kylo, ce sont les Roméo et Juliette de l'espace. Ah oui. Et bon, West Side Story, c'est presque du Roméo et Juliette, presque. Il y a juste une grosse différence à la fin, et ça sera oui, mais du coup, parler de l'épisode 9. Car grâce au génie inspiré de J.J. Abrams et Chris Terrio, non, la boucle est bouclée avec les parallèles avec West Side Story. Mais sauf que West Side Story fait mieux sa fin que l'ascension de Skywalker. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup moins mal vécu, parce que j'avais qu'une hâte, c'était que ça se termine. Oui. Non, mais il n'y a pas que ça. C'est que la manière de gérer le cadavre, c'est pas du tout la même. Non. Effectivement, c'est beaucoup mieux fait dans West Side Story. Bon, on va tirer notre pelote, alors on va dérouler. Écoute, allons-y. Allez, parce qu'on sait pas du tout combien de temps ça va prendre pour ce Très Riche Heures plus. On en profite pour dire que probablement on risque de refaire d'autres, parce que finalement ça nous manque de parler du dernier Jedi. Je pense qu'on a eu besoin de faire autre chose l'année dernière, et puis toutes les deux, là on en reparle beaucoup ces derniers temps. On a toutes les deux envie de replonger un peu dans du rélo, et il y a plein de choses dont on n'a pas parlé dans le dernier Jedi. Probablement il y aura des petits épisode bonus, donc si vous en voulez encore, n'hésitez pas à vous manifester et à nous dire oui, on en veut. Voilà, c'est le premier cadeau bonus. Encore une fois, c'est pas celui auquel vous attendiez, mais bon, ça vient comme ça. C'était pas un cadeau pour toi, en tout cas, c'était sûr. Je fais mal.
Bon, on va peut-être expliquer d'où vient ce nouveau délire de Lucasfilm. Alors déjà, on rappelle que Rian Johnson est un fan des comédies musicales, qu'il peut y avoir un aspect complètement inconscient dans ce qui est fait, etc. Mais que bon, il a été bercé là-dedans et qu'il y a forcément des images qui ont pu l'influencer ou qui peuvent se trouver. Alors, on est parti, enfin, on va dire je suis partie parce que tu me colles tout sur le dos. C'est-à-dire, j'assume, sur le fait que très clairement, et ça, en fait, on l'avait gardé au show pendant l'épisode sur la beauté et la cosmétique avec Aude, quand on avait préparé l'épisode. Au niveau du makeover de Rey dans le dernier Jedi, qui est le seul moment où elle a droit à un relooking, un maquillage, un changement de coiffure, on le rappelle. Visuellement, très clairement, on voyait que l'inspiration, et ça avait déjà été mentionné en ligne par pas mal de personnes, ça ressemblait très clairement au look de Natalie Wood dans cette comédie musicale, donc de West Side Story. Donc le personnage de Maria. Donc, Maria. Voilà, la fameuse, celle qui se sent pretty au saut pretty. Bon, et t'aurais pu carrément avoir Rey à bord du Faucon pendant qu'elle était en train de se faire relooker par Chewbacca, en train de dire I feel pretty, cause I'm loved by a pretty wonderful boy. Hein. Il n'y avait pas de problème, et c'est tout à fait le visuel au moment où elle sort de son... Mais elle a vraiment la même coupe, le même type de maquillage, enfin la même façon d'être stylisée. Il manque que l'accent portoricain à 2 balles. Il manque que l'accent, c'est vrai. Et bon, il y a une espèce de proximité entre Rey et Maria en termes de phonie, si tu veux, qui peut se retrouver là aussi. Bon, bref, côté virginal, machin, on vous passe des mille et des cents. Accessoirement, donc quand j'avais ce premier visuel-là, je dis ok, bon, on va en parler avec Aude. Et en fait, en recherchant des images, sont apparues évidemment les images de la salle de bal, qui est le moment de la rencontre entre Tony et Maria. Et là, mes mères a fait boum, c'est-à-dire que j'avais oublié, mais je connaissais bien la comédie, je me suis pastillée plein de fois au collège, et moi je l'aimais bien personnellement, donc ça me dérangeait pas. Mais c'est vrai que ce visuel de fond rouge de salle de bal, avec cette rencontre avec Flou, qui fait qu'ils sont tous les deux seuls au monde, tout le reste disparaît. Force bomb, baby. Et donc on les retrouve au premier moment où ils se voient. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Prédestination, vision avant, tu vois, etc. Et ils se retrouvent dos à dos pour leur premier passage de danse, comme dans la salle du trône. La salle du trône. Donc en plus, c'est vrai que sur ce décor très minimaliste, ce qui est censé être soi-disant une salle de bal de fragments de gymnase, mais c'est pas un gymnase. Ça fait vraiment, en plus, c'est stylisé façon chapelle, parce qu'il y a tout le côté mystico derrière, mariage symbolique, etc. Donc ça fait, il y a des espèces d'ogives en haut, de piliers, on va dire. J'ai pas le terme architectural, tu vas me le dire, toi, parce que c'est marotte. Des espèces de demi-piliers là, en pierre. Et quand tu regardes ce que nous a fait Rian Johnson ou son décorateur pour la salle du trône, t'as la même impression finalement, avec pareil des espèces de piliers qui sont faits, des demi-piliers façon stylisée, façon pareil, une salle un peu église avec des supports engagés dans les murs. Voilà, merci. Des clés de voûte, des conneries comme ça. Mais voilà, mais avec le même contraste gris et rouge, quoi. Bon, on avait dit plein de fois que voilà, c'est comme un, il y a le côté mariage symbolique qu'on avait juste avant avec au coin du feu, mais on va revenir dans tous les détails après. Et puis c'est un peu comme une salle de bal finalement. Ils sont en train de danser, quoi. Alors c'est dans la violence, mais quand tu sais que West Side Story, tout est dansé justement et stylisé, que ce soit les scènes d'amour ou les scènes de bataille. Bon, ce qui est le côté un peu ridicule avec lequel je pense Aurélie a du mal. Ballet, j'en prie. Oui, beat it, beat it. Voilà, bon, alors là, t'es là comme ça. Bon, Michael Jackson l'a bien repris dans son clip, mais c'est vrai que c'était cette ambiance-là. Et finalement, on n'est pas très loin de ça, quoi. Et là, si tu veux, au niveau des parallèles visuellement, ça se pose là, quoi. Ah oui, cette scène, c'était vraiment saisissant. On a même une sorte de... Je te touche les mains, puisqu'elle lui dit mes mains sont froides. Donc, t'as le hand touch aussi dans cette scène de bal. Et puis, ils disent le nom de l'un de l'autre est un phénomène d'écho qui est comme dans les Force Bond, en fait. En plus, on sait dans le dernier Jedi l'importance du moment où Rey et Kylo prononcent le nom l'un de l'autre pour la première fois. C'est la scène de l'ascenseur qui est fondamentale. Et donc là, oui, la première fois que lui il dit Maria, et qu'elle dit Tony, bon voilà. Il y a tout qui arrive dans cette scène qui est vraiment, vraiment super importante. Oui, et qui est vraiment le gros parallèle que tu peux reprendre. Après, voilà, on s'amuse, on déroule la pelote. Alors bien sûr, il y a les éléments Roméo et Juliette qu'on retrouve, le fait qu'ils soient tous les deux de deux clans ennemis. Alors que là, ce qui est amusant, c'est que finalement,
ça finit presque par marcher parce que si tu prends le parallèle qui serait que les Sith seraient les Sharks, on va dire, ce qui semble logique en code couleur, hein, c'est censé être les nouveaux arrivants, l'étranger, l'exotique, le côté méchant. Bon. Tandis que les bons gars qui sont... Les bons rouquins, les bons natifs, et les Polonais, parce les Polacs, c'est le Polac, voilà. C'est ça. Bon, les blancs, quoi, on va dire. C'est les Jets. Voilà, c'est les Jets qui sont avec les petites vestes, tu roules des mécaniques, le genre de petites vestes que porte d'ailleurs très bien Finn et Poe, hein, ça se retrouve complètement. J'ai pas trop bugué sur les vestes, moi c'est tous les pantalons moule bite qui m'ont laissé très perplexe. Ouais, mais pour danser, t'es obligé d'avoir des trucs un peu collants, quoi. Je sais pas, mais ça ne va à personne alors qu'ils sont tous bien gaulés, hein, vu que c'est des danseurs à la base, et c'est juste... Non, là j'ai pas pu. C'était trop moche. Enfin, on était sur les vestes des Jets, on en est voilà. Mais donc les Jets, en plus, ça va très bien avec nos pilotes rebelles, etc. Même tu vois en termes de c'est vrai, même dans la nomenclature, il y a quelque chose, tu vois, entre l'idée d'avoir des requins qui dévorent les trucs et puis les autres qui sont des pilotes, des cool boys et des les flyboys. Exactement, mais les Jets, c'est littéralement les flyboys, si tu veux. Qui est la magie de finalement ce qu'on a dans l'épisode 9, c'est que tu pourrais dire ah bah ouais mais là ça va pas parce que Rey elle est du côté donc des gentils, des rebelles / des Jets, et notre Kylo il est pas du côté des Sharks machin. Mais sauf que Tony en fait, c'était un jet qui s'est rangé, qui s'est trouvé un qui s'est rangé des voitures. Il a été chef de file pendant longtemps jusqu'à ce que Riff le remplace. C'était un des membres. Mais les Jets on te les présente pas en dehors du fait que ce sont des natifs, ils sont quand même tous issus de l'immigration comme tout le monde aux États-Unis, à part les Amérindiens évidemment. Ils sont pas présentés comme forcément sympathiques parce que finalement ils foutent la merde autant que les Sharks, quoi. Après c'est à voir qui dans l'auditoire est plus ou moins raciste, quoi. Mais, c'est exactement ça. Après c'est la question de la proximité, de l'identification ethnique du public qui regarde pas, quoi. Ouais. Mais je suis d'accord qu'ils sont pas présentés de manière plus positive, sauf que c'est les premiers que tu vois en fait, et que tu les vois au début sur un terrain de jeu en train d'embêter un peu les gamins, mais ils sont présentés comme comme les premiers que tu vois, et pas forcément des méchants garçons. Et visuellement, on te met les autres comme effectivement le problème, l'étranger qui arrive. Qui a mis un peu trop de cirage sur les acteurs, parce qu'il y a du whitewashing. Et puis alors je sais pas qui a fait les perruques des Jets, parce qu'on a beaucoup de faux blonds, de rouquins avec des couleurs juste... D'ailleurs, je fais une parenthèse, j'ai beaucoup apprécié, alors pas les 5 minutes de générique du début où tu changes de couleur, juste j'en pouvais plus. 5 minutes, hein, j'ai chronométré. Oui, c'est très long. C'est très très long, presque autant que les 14 minutes de flash psychédélique dans Odyssée de l'espace. Mais par contre... c'est le même principe que quand tu vas à l'opéra, puis t'as ton début, oui, t'as c'est ça, ton parce ouverture. Que t'as intermission et machin, comme pour Cléopâtre, qui était en 2 parties, Ben-Hur, voilà. Parce que c'est vrai qu'il est long. Et par contre, j'ai beaucoup aimé ensuite le travelling sur New York. Donc, où on ne voit pas les Twin Towers, on est effectivement dans les années 60, et où petit à petit on monte vers le nord, on quitte Manhattan, et voilà, ça j'ai bien aimé pour arriver dans les tenements en fait, dans les quartiers. Bah oui, parce que tu vois, à New York qui n'existe plus, quoi. Bah, sauf dans certains quartiers qui sont devenus huppés maintenant, mais ouais, c'était vraiment les tenements du 19e siècle où les gens s'entassaient, ils le disent à un moment donné dans les chansons, ils s'entassaient à 12 dans une pièce, c'était de la main-d'œuvre à bas prix, les gens qui venaient juste d'immigrer, quoi. Oh, bah, ça n'a pas trop changé à certains égards à ce niveau-là. Ouais, mais ils se sont dispatchés dans d'autres... ça s'est étendu. Dans d'autres quartiers. Maintenant, c'est devenu bobo, ces quartiers-là. Alors, du coup, on était sur les parallèles entre les Jets et les Sharks. Et donc, je te disais que finalement, Ben Solo, il est d'obédience Jet de toute façon, à l'origine. Enfin, tu vois, du côté c'est un gentil, rebelle. C'est un fils de rebelle. C'est ça. Et que grâce à la magie de l'épisode 9, Rey est une fille de Shark. Oui. C'est une Sith. donc le parallèle marche jusque-là grâce à l'épisode 9. Merci beaucoup pour cette chose. En soi, c'était pas une mauvaise idée éventuellement d'en faire une descendante de méchante, mais il aurait fallu que ce soit en place dès le début ou presque.
ou en tout cas dès l'épisode 8, et qu'on te montre effectivement que tes origines ne font pas tout, mais Ray personne était devenu un concept tellement intéressant qu'ils n'auraient pas dû revenir dessus en fait. Mais ça on l'a déjà évoqué. Mais bon. Ça me permet de faire une parenthèse par rapport à Ray Person sur le fait qu'on a une fille dans West Side Story qui s'appelle Anybody's, qui s'appelle Personne en fait, et qui est un peu une Ray en fait d'une certaine manière, c'est-à-dire la fille qui voudrait faire partie du gang. Alors je crois que ça a fait tout un truc dans la version de Spielberg parce que c'est devenu un personnage représentation trans. Il a vraiment casté une actrice, un acteur, je sais pas comment la personne se définit. Voilà, exactement. Et donc ça a fait toute une histoire autour de ça, apparemment, de ce choix de casting là, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans l'histoire. Ça me semble logique. Dans les années 60, on te met un garçon manqué aux cheveux courts qui porte les mêmes pantalons et qui veut être un des garçons, quoi, one of the boys. En 2021, on te met quelqu'un d'autre trans. Ça, je pense que ça correspond à l'évolution de la société. Je vois pas où sauf que la version de Spielberg, elle se passe encore dans les années 60. Ah bon? C'est pas une version adaptée moderne aujourd'hui. Il refait la même époque, en fait. Ah, c'est dommage, parce que le transposer en 2021 avec tout plein d'autres problèmes. Mais moi je suis d'accord, mais il l'a pas fait du tout dans cet esprit-là. Il l'a fait exactement dans le. C'est pour ça que je voyais le côté doublon. Alors évidemment, les gens d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, c'est normal de leur faire un film pour leur époque avec, tu vois, comme on a 25 versions de Jenner ou d'Orgueil et Préjugés, tout ce que tu veux, mais. Dommage, parce qu'il aurait pu faire par exemple les blancs et les blacks ou les musulmans. Ah oui, mais tu peux faire ce que tu veux. Il y en a qui sont partis sur les vax et les non-vax aussi. Alors, tu sais. De toute façon, c'est la beauté de Roméo et Juliette. Tu peux le faire à n'importe quoi. T'as toujours deux factions qui se foutent sur la gueule. C'est pas compliqué à trouver, malheureusement. Donc, Bien, ça va être les Sith et les Jedi, mais ça peut être complètement autre chose, quoi. Exactement. Ouais, mais en tout cas, ce petit personnage, cette jeune fille qui voulait faire partie de la bande et pourtant qui se fait sans arrêt remettre au plot en mode va te mettre une jupe, va t'habiller. Elle va faire la cuisine, connasse. C'est ça, c'est ça, et qui pourtant est bien utile et qui arrive à s'imposer au fur et à mesure dans la bande parce qu'il y a un changement, faut dire, de direction qui fait que ça lui permet peut-être de s'imposer plus facilement. Oui, c'est presque de la promotion Klingon à ce stade. Bref. Mais bon, néanmoins, elle m'a fait penser à Ray d'une certaine manière aussi, tu vois, dans sa façon d'être. Et c'était en plus une fille qu'on appelait personne, quoi. Donc c'était assez intéressant. Même si je reste encore quand même sur ce personnage-là, elle était habillée un peu dans les mêmes codes couleurs que Ray aussi, tu vois. Oui, c'était souvent des couleurs sourdes qu'elle portait. Du béjasse. Ouais, je pense que l'idée c'était pas voler la vedette aux portoricaines qui elles sont effectivement hautes en couleurs. Maria, mais c'est pas la seule, parce que l'héritage latino, évidemment. N'ayons pas peur des clichés, mais ça fonctionne. Oui, mais heureusement qu'ils sont là, je vais te dire. Oui, non, mais ça fait partie des. On s'amuse bien avec les portoricains. Moi, j'étais contente avec eux. Surtout les portoricaines, elles m'ont bien plu, les portoricaines, parce qu'en fait, en vraie mama latina, elles ont pas la langue dans leur poche. Elles disent ce qu'elles ont à dire, et les mecs qui sont là jouent des mécaniques, les portoricains, mais quand il y a leur chéri, ils filent un peu plus doux, tu vois. Elles ont vraiment une grande gueule, et ça m'a beaucoup plu. Les compagnes de Jets ont une grande gueule aussi, mais en fait, comme on les voit pas beaucoup, en fait, on s'y attache pas ou on s'y intéresse pas. Donc c'est vrai que c'est pas que ce soit des nanas qui ont pas des choses à dire non plus, parce qu'elles sont plus d'une fois à pas se laisser faire ou à vouloir prendre parti ou à vouloir s'imposer ou montrer leur goût, leurs opinions, mais c'est clairement, elles n'ont pas été écrites comme des personnages importants, donc du coup c'est vrai que... Ah oui, elles sont beaucoup moins... Même pour l'intrigue, elles sont beaucoup moins importantes. C'est que les portoricaines, c'est sûr. Enfin, surtout Anita, en fait. Parce qu'Anita reprenait la duègne, mais en lui donnant en plus un intérêt romantique avec le frère, qui n'était pas le cas dans la version de Roméo et Juliette. C'est vrai que le personnage de la duègne, il était déjà en couleur et assez particulier. Bon, là, du coup, c'est une duègne, qui est pas une duègne, qui est justement... alors c'est pas Sapritch non plus dans... Alors... Non, qu'on soit bien dans la folie des grandeurs. On n'est pas à ce niveau-là non plus. Enfin, du coup, l'Anita, là, si je voulais continuer les parallèles, si on essayait d'aller jusqu'au bout du truc, c'était Luc, en fait, finalement, c'était la proxy de Luc. Alors, ça me faisait marrer tout du long, parce que j'imaginais Luc avec sa jupette. On l'a déjà imaginé en Lady Catherine de Bourgh. Donc, mais ça lui va très très bien. Pourquoi pas en Anita? Mais ça lui va aussi, parce qu'il y a effectivement ce passage-là, donc on n'arrête pas de replacer, et qui a été coupé, où il dit tu t'es vendu pour une paire de jolis yeux, là, et c'est toute la scène de Anita avec Maria en disant bravo
Maria, couche-toi. Tu t'es prête à aller vendre tout le clan et à niquer sur le corps chaud de ton frère. C'est ça, hein. Le frère il est mort depuis pour une 2 perle ans, grand max, et l'autre elle couche avec son tueur. C'est truc. Bref, je comprends la position d'Anita, quoi, quelque part. Alors que... Elle est d'ailleurs surprenamment très compréhensible. Enfin, très rapidement. Ouais, je veux dire, honnêtement, si c'était pas passé ce qui s'est passé avec les Jets, elle leur aurait sauvé la mise, ce serait pas parti en cacahuète. Elle était une véritable amie jusqu'au bout. C'est assez improbable, d'ailleurs, parce que le personnage a du tempérament, et je pensais vraiment qu'elle allait balancer Maria par la fenêtre. J'espérais presque, ne serait-ce que pour abréger mes souffrances, mais j'avais bien vu qu'il restait encore une demi-heure de film et que ça n'allait pas arriver, tu vois. Mais c'est un de mes grands regrets sur cette comédie musicale. Bref, passons. De balancer Maria par la fenêtre. Attends. Ah si, moi je lui tiens la vitre, hein. Vas-y, balance-la, vise bien. Alors... Ouais, alors on va repartir du principe, parce que c'est comme d'habitude, on est parti dans tous les sens. Forcément. On va repartir du principe que de toute façon vous connaissez l'histoire de Roméo et Julieta. Parce que vous connaissez l'histoire de Roméo et Juliette. Voilà. Enfin, on va partir de ce principe-là, hein. On n'a peur de rien, on va présupposer que c'est bon pour vous, ce qui nous permet effectivement de partir de manière décousue. Bah, c'est vrai qu'on se retrouve avec la fin de... Nous en plus on était d'accord pour que Star Wars parte sur un début de Roméo et Juliette, mais pas avec une fin de Roméo et dégueulasse à Roméo et Juliette. Ou à la Roméo, hein, parce que c'est pas une fin à la Roméo et Juliette, c'est juste une fin à la Roméo. Ce qui alors voilà, la fin à la Roméo. Bon, alors déjà, c'est ça, faut parler de ça, parce qu'effectivement, c'est vrai que West Side Story déjà fait un changement assez important par rapport à l'histoire de Roméo et Juliette, puisque les deux amants ne sont pas unis dans la mort, mais à la fin, t'as donc juste Tony qui se fait buter par Chino, que je vais appeler Finn, hein, ça ira plus vite. Ouais, Chino, Fino, même combat, ouais. C'est ça, c'est ça, non mais en plus, il y a le même côté, tu sais, genre tu l'imagines, c'est vraiment le toutou derrière Maria. Ah bah elle a été friendzonée dès le début, c'est juste qu'ils s'en est pas rendu compte, quoi. Il manque juste qu'il est pas tout le temps en train de gueuler Maria. Non, ça c'est Tony quand même qui le fait. Sur lequel on reviendra après. Voilà. Pour le parallèle avec Ben Solo, on va en parler un moment. Donc du coup, sur notre Chino qui tue du coup Tony qui demande qu'à mourir parce que sa chérie du coup est morte. Alors c'est vrai qu'il y a ce problème-là dans la fin de Roméo et Juliette en fait il y a tout un plan, il y en a un qui croit que l'autre a fait semblant d'être morte, pas de bol, la lettre qui annonce le plan secret a été paumée à cause de la peste, l'autre il a mis longtemps à arriver, résultat le Roméo il est parti vent debout, ma chérie est morte, j'ai plus qu'à me flinguer, enfin à boire le poison, donc il meurt sur le cadavre, l'autre se réveille, oh zut il est mort, je me tue d'un coup de dague. Bon, alors ce qui nous a valu dans la version de Baz Luhrmann le côté absolument insupportable de ils ont le temps de se voir avant de crever, ce que t'as pas dans l'histoire originale qui au moins épargne cette horreur finalement à chacun des amoureux du ah bah merde on a merdé, on aurait pu être ensemble, on s'est tué connement. Là c'est vrai que dans cette version là il y a que Tony qui crève de son choix, il se fait tué par Chino au moment où il comprend que Maria est encore vivante. Ce qui peut sembler profondément injuste finalement qu'elle survive. Bon, alors je pense que dans le contexte des années 60, t'étais obligé, ou en tout cas dans l'histoire on va dire de Maria et Tony, t'es obligé de tuer Tony, tu peux pas faire une fin heureuse parce qu'il a buté quelqu'un entre temps. Ouais, le frère en plus. Bah déjà le fait qu'elle couche quand même avec, alors que son frère vient de se faire buter par celui qui devient son amant, je trouvais ça vachement osé. Je me dis dans les années 60, je connais plus d'une matrone qui a du ticket, tu vois, parce que ça craint quoi. Ouais, parce que c'était son cousin dans la version originale, c'était pas son frère. Bon, c'était comme un frère, je veux dire, mais c'était un cousin. Que là c'est vraiment son frère. Oui, c'est vraiment son frère. Un frère en plus qui se comporte plus comme un père parce que les parents sont complètement absentéistes et absents. Tu vois, même si tu les entends vaguement parler derrière, enfin, ils s'occupent de rien. Ils sont pas au courant de ce qui se passe. Ils sont dépassés. Les parents, ils parlent probablement pas anglais. Tu vois, bon, bah voilà, ils sont. C'est le frère qui gère tout, qui les a probablement, enfin, même sûrement fait venir de Porto Rico, qui s'occupait de leur installation et tout, et il se repose complètement sur le frère. Parce que Maria est là depuis un mois. À un moment donné, elle dit, et son frère, ça fait quand même un moment qu'il est installé à New York
York, donc c'est lui qui a dû les faire venir. Ce qui lui dit à un moment donné, tu comprends pas comment fonctionne ce pays, et les parents encore moins, ou un truc comme ça. C'est un parent de substitution. C'est le seul qui connaît les règles du jeu pour des immigrés de fraîche date comme eux, qui parlent pas très bien l'anglais. Enfin, les parents, ça se trouve, ils parlent pas du tout anglais, quoi. Oui, je pense. Alors, c'est bizarre que Maria arrive à parler, parce qu'elle se débrouille avec un accent, mais elle se débrouille très bien. Et bon, c'est parce qu'elle travaillait tout de suite, tu sais pas. Enfin, en un mois, si elle a appris l'anglais en un mois, chapeau. La méthode assimile. Chapeau Chiquita. Hein. ça a été rapido. Bon, peut-être appris à l'école. Porto Rico, techniquement, c'est un État américain. C'est une annexe, donc. Mais quand même, bon. Admettons. Alors après, elle était en rébellion par rapport à son frère, puisque justement, elle veut être une fille libérée, et ça n'est pas si facile. Alors, elle l'a bien prouvé, hein, parce que elle a peut-être pas fait péter le décolleté tout de suite, mais en tout cas, le reste, elle l'a bien fait péter derrière, donc du coup, écoute. Et pourtant, c'est la seule portoricaine qui ne chante pas America avec toutes les autres pour envoyer chier les mecs, en disant, ici, on est en Amérique, on fait ce qu'on veut, on est libre. Les garçons, ils essaient de maintenir le patriarcat, elles sont toutes en train de dire, attends, on est en Amérique, maintenant, alors fuck ton patriarcat. Comme si t'avais pas de patriarcat en Amérique aussi, ça me fait rire, tu sais. Bon, tout est relatif, hein, c'est sûr, les filles, mais quand même. Là, elles en chient aussi, les copines des Jets, hein, faut pas croire. C'est pousse-toi de là, poupée, on va les casser du portoricain, machin. Enfin bon, il fait pas bon porter jupon, hein. C'est peut-être pour ça que l'autre soit en pantalon et ni body, tu vois. C'est pas simple pour elle non plus, mais c'est jamais simple pour les filles de toute façon. Non, de toute façon, quel que soit ton camp. Mais alors, pour en revenir à cette fin, au moins, on a effectivement Tony qui meurt dans les bras de Maria, et elle est montrée symboliquement comme une veuve à la fin. Il y a un vrai temps de deuil, etc., où on porte le corps, et d'un seul coup, c'est les deux gangs qui portent le corps sans vie de Tony. Elle met un voile noir ou une écharpe noire sur sa tête, donc elle est vraiment figurée comme sa veuve, et elle suit le corps, et on finit. On lui met, hein, c'est pas cette magnifique robe rouge. Et lui repose sur la tête l'écharpe noire qu'elle avait laissé tomber en voyant son mec. Donc elle est présentée comme une veuve symbolique à la fin, ce qu'on n'a pas avec Ray, parce qu'on n'a pas de temps de deuil dans le 9, et là on a un vrai temps de deuil qui est bien marqué, et on finit là-dessus. Et tu vois qu'elle va porter le deuil, tu imagines, toute sa vie. Elle a quand même pris le gun, elle voulait buter tout le monde. À un moment donné, à qui la faute, tu vois. Et Chino, il part en tôle, parce que c'est quand même lui qui l'a fait. Avec quasiment le discours de Rose. Oui, en plus, exactement. Vous voyez ce que la haine... Le discours sur ce qu'il a tué, c'est la haine. Hein. Ouais. Alors que elle, évidemment, championne de l'amour. Et donc, du coup, oui, on se retrouve avec... Parce qu'on a exactement les mêmes thématiques qui sont discutées, la question de l'amour et de la haine et les parallèles. Et tu sais que le Ryan, là, lui, il les sentait, les parallèles, Roméo et Juliette de l'espace, et justement, les deux clans, et c'est l'amour qui doit sauver et la haine qui va nous détruire. C'est normal qu'on les retrouve. Je suis pas convaincue qu'il aurait fait la même faille. En tout cas, en admettant que tu aies le sacrifice comme Tony, à la fin, qui doit être le corps sacrificiel, là, l'agneau, là, qu'on va sacrifier pour justement arriver à la paix, la paix des ménages et la paix des gangs, avec, comme tu l'as dit, les deux gangs qui vont finalement porter le corps et tout. Il y a cette reconnaissance, si tu veux, de ça. Ce qui a pas bien fait l'ascension de Skywalker, c'est que personne ne connaît le sacrifice de Ben Solo à la fin. Parce que, en plus, ça aussi, c'était un parallèle qui m'a tué à la fin, mais pour le coup avec le 9, c'est-à-dire qu'au moment où t'as le Tony qui est en train de chercher, qui cherche partout Chino, et donc qui est désespéré parce qu'il pense que Maria est morte, ça m'a bien remis dans la tête, moi, notre Benuchou, là, qui arrive, tu sais, avec sa bite et son couteau à la fin sur Exegol. Ouais. Et qui aussi croit qu'elle est... Enfin, pas croit parce qu'elle l'est, hein, je sais bien qu'après ils nous ont raconté n'importe quoi derrière, mais qui trouve le corps mort de sa chérie, quoi. On a ce parallèle-là de Roméo et Juliette, là, quoi, avec le côté, elle est morte, faut que je la ramène, bon, lui, il pouvait le faire, si tu veux, mais il était dans le même état, en plus, physiquement, que le Tony. Alors, je tiens à dire que je n'aime pas du tout cet acteur. Je le trouve flanc comme c'est pas possible, je n'ai jamais compris l'intérêt du personnage de Tony. Ah, mais il a le charisme d'un plat de nouilles froides, hein. Je suis désolée, mais... Et encore, il y a des plats de nouilles, moi, ça me dérange pas de les bouffer. Mais celui-là, j'avais pas envie.
C'est juste, je n'ai jamais compris. Enfin, tu vois, il y a zéro charisme. Oh Bon. putain. Néanmoins, là, si tu veux, notre Bénichou qui lui en a, lui, et il est exactement dans le même état à la fin, avec tout dépenaillé, avec les vêtements déchirés, il a pris cher, il a des coups, il est machin. Ils te l'ont bousillé, le Tony, à la fin, avant qu'il se fasse buter dans Ah bah les il bras a de pris sa cher dans le face-à-face qui a coûté la vie à Riff et au frère de Maria. Hein. Il a pris super cher. Hein. Et ben là, t'as Kif Kif Bourrico, l'autre, il a droit à son calvaire, là, avant finalement d'avoir son sacrifice. Bon, sauf que son sacrifice, effectivement, même s'il clame dans les bras de sa chérie, alors avec, pareil, un toucher de joue, parce que tu y as droit quand même, parce que Star Wars West Side Story le faisait très bien, on a eu quand même droit à un toucher de joue avant le bisou gratitude là de Ray, là, de mes fesses, là, soi-disant. Bon, et il meurt dans les bras de sa chérie aussi, mais sauf que, comme tu l'as rappelé Aurélie, on nous a pas redonné le temps de deuil que t'as dans West Side Story, qui dure pas si longtemps, en tout cas pas aussi longtemps que le générique de début, comme tu nous l'as rappelé. Oh putain, 5 mais minutes, néanmoins, hein, chrono en main. oui, mais néanmoins, tu l'as, il est bien marqué, bien acté musicalement, ce qui n'est pas le cas dans l'ascension de Skywalker, puisqu'il y a un problème au niveau de la musique, enfin, ça correspond pas à ce que tu entends avec ce que tu vois, parce qu'on se retrouve avec des trompettes, pas de la renommée, là, mais des trompettes de la victoire, alors que t'as un mec qui est en train de disparaître au sol, et tu te dis, mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a aucun sens, et personne n'est au courant. T'aurais dû avoir, au milieu, comme elle est toute seule sur Exegol, il y a même pas le cœur des Jedi, là, qui soi-disant étaient là tous avant à soutenir Rey. Pourquoi personne n'est là pour admettre que ce sacrifice, il avait une valeur pour la paix galactique, comme là dans notre exemple de West Side Story. Si tu veux faire l'exemple de s'ils ont voulu continuer en se disant tiens, on va faire crever Ben comme Tony dans la fin de West Side Story pour faire notre parallèle Roméo et Juliette, et que comme il a tué plein de monde, il faut qu'il meure comme Tony meurt pour expier le crime d'avoir tué le frère, d'avoir commis un meurtre, voilà, d'avoir du sang sur les mains. Bah, si tu devais faire ça, faut que tu le matérialises quand même, quoi. Ah oui, bah faut que tu le montres. Sinon, ça n'a pas de sens, son arc est incomplet. Donc. Et c'est bien ça qui nous pose problème, entre autres, avec le 9. Que là, c'est une fin satisfaisante dans le sens où ça se tient. C'est une vraie fin bouclée et donc du coup, en termes de storytelling, on est satisfait, nous, spectateurs, parce qu'on nous a pas pris pour des buses et on peut... c'est un point final à l'histoire, quoi. Bah même si c'est moche quand même pour le personnage de Tony, parce que c'était un personnage qui était en rédemption, et tu sais, si on a reparlé de la rédemption, il s'était, comme tu l'as rappelé, il s'était rangé des voitures, c'était avant un voyou, hein, il faisait partie du truc. Bon, à un moment qui est pas vraiment précisé exactement quand, pourquoi, à mon avis, il s'est fait choper, peut-être et puis ils l'ont mis en réinsertion, tout, ouais. Mais je pense qu'il a dû faire un peu de... Bon, bref, et puis il a décidé de se ranger des voitures, de devenir un gentil garçon, parce qu'il aime bien sa maman. Et puis il a décidé de travailler, voilà, il travaille, machin, il a des projets, il rencontre une fille, il veut faire les choses bien, bon, et pas de bol pour lui, il se retrouve remis dans cette guerre des gangs à l'insu de son plein gré, et il va devoir payer le prix du truc, quoi. Il paye le prix fort. En termes de rédemption, c'est moche aussi. Ah, c'est moche, hein, parce qu'il s'est fait rattraper par ces deux gangs qui sont dans la surenchère, t'as une espèce de course à l'armement, là, de même que c'est la surenchère entre le Premier Ordre et la Résistance, par exemple, tu vois. Donc là, à ce niveau-là, les deux gangs se valent bien, hein, ils sont tellement pris dans la haine, etc., qu'il n'y en a plus un seul qui réfléchit. Tony, lui, il veut ramener... c'est un peu comme DJ, il veut pas don't join, tu vois, mais pas pour les mêmes raisons que DJ, c'est pas par égoïsme, mais parce qu'il sait que c'est pas la voie de la raison et que il faut les en empêcher. Et donc, c'est Maria qui l'envoie pour les empêcher de se foutre sur la gueule. Et puis, bah, au moment où le frère tue Riff, donc son ancien bras droit, il est pris d'un accès de rage, il voit rouge et il bute le frère en fait. Alors qu'au départ, il essayait vraiment de séparer les deux groupes au risque de sa personne. Hein, donc c'est vraiment moche. C'est bien que tu rappelles que c'est Maria qui a insisté absolument pour que Tony s'en mêle, etc. Parce que c'est pareil, c'est comme Rey qui insiste absolument pour que sur le fait que il faut que Ben change de camp, quoi, prenne parti et qu'elle veut absolument aller le chercher et tout le monde lui dit non mais tu fais erreur. Faut pas que tu fasses ça. Elle est dans la même posture que Maria par rapport à ça. Elle veut qu'il s'engage. Alors moi, ça
Ça m'avait fait penser plutôt à Leia qui envoie Anne au casse-pipe dans l'épisode 7. Ah oui, tu voyais ça. Moi, je suis partie là-dessus, en fait. Même si je sais que c'était surtout, évidemment, des parallèles avec Reylo et l'épisode 8. Sur ce truc-là, je suis vraiment partie sur Leia qui envoie Anne au casse-pipe. Et puis, pareil, c'est trop tard. Et les choses ont tellement escaladé que, il n'y a pas moyen de faire machine arrière, quoi. Il se fait buter. Mais oui, effectivement, Rey, qui envers et contre tous, s'expédie en FedEx pour aller chercher Ben. Luke était contre. Chewbacca était pas contre. Il lui a passé du rimel et du gloss. Et elle en a jamais parlé aux membres de la Résistance parce qu'il lui aurait dit mais t'es conne ma fille ou quoi? Elle aurait eu droit au couplet sur un garçon comme ça, comme Maria avec Anita. Mais c'est le couplet que lui tient Luke d'ailleurs. A boy like that, tu vois, pour lui faire le truc il lui a fait pendant un moment ça. C'était quand même un des gros trucs dans leur. C'est pour ça que le parallèle Anita Luke, tu peux le maintenir pendant longtemps parce que c'est ce que j'avais noté. Un garçon comme ça, un garçon qui tue ne peut pas aimer, un garçon qui tue n'a pas de cœur. C'est exactement en filigrane le discours qui est tenu sur Kylo Ren / Ben Solo. Hein. Donc et Rey comme Maria veut dire non vous vous trompez, c'est pas vrai, machin. Donc, parce qu'elle fait confiance à son cœur. Et c'est pareil effectivement Rey et Maria pour ça, c'est-à-dire elle le voit autrement, plus avec autour du mariage symbolique. Ouais. Alors parce qu'on peut reparler aussi il y en a finalement. Bon, nous dans Star Wars, en tout cas dans la postlogie, on en a vraiment un seul quoi, qui est celui évidemment de la hutte de Acto au-dessus du feu. Et alors ce qui est bon, c'est un code classique, donc c'est pas déconnant que tu le retrouves à la fois dans West Side Story et dans le Dernier Jedi, puisque tu as la même palette de couleurs chaudes avec une fond de minéralité que tu as alors dans la scène du balcon où il y a un toucher de main, et donc tu te retrouves effectivement avec ce même éclairage, avec ce fond gris minéral urbain quoi, qui peut rappeler que tu peux retrouver, on va dire, dans la hutte d'Acto avec ce fond caravagesque, c'est ça que tu vas dire, mais c'est ça. Alors tu mets les amants. Mais tu fais bien, oui, il y a de ça. Mais voilà, tu replaçais un fond caravagesque, il faut de temps en temps. Et puis évidemment dans la scène vraiment de mariage, qui reprend évidemment le vrai mariage dans Roméo et Juliette qui se fait à la cloche de bois, qui se fait avec le prêtre et puis la duègne en tant que témoin. Mais donc là ils l'ont fait dans le salon de couture, dans l'atelier de couture de robes de mariée, dans l'atelier, c'est ça qui fabrique des robes de mariée, c'est quand même bien pratique à disposer les mannequins, etc. Avec l'idée de nos vies n'en font plus qu'une, une main, etc. Enfin, c'est une dyade dans la force, ces deux-là. C'est complètement. Vraiment positionné parce que donc ils disent nos deux mains ce n'est qu'une seule main, nos deux cœurs ce n'est qu'un seul cœur. Effectivement, ils sont mariés, t'as cette lumière très très belle qui tombe sur eux. Derrière eux, pile dans l'axe, tu as une fenêtre ronde coupée par un croisillon en croix. On se croirait presque dans une église. Donc t'as la notion quand même de sacralité, d'un moment extrêmement solennel. Tu as Tony, dès que Riff va le chercher, lui dit j'ai une préconition, j'arrête pas de faire des rêves, je sens que quelque chose arrive. C'est la chanson Who knows, something's coming, machin, etc. Donc c'est le Force Bond. Et puis quand ils sont ensemble, il y a dans la scène de bal, dans la salle rouge, où t'as tout qui devient flou autour d'eux quand ils se reconnaissent, mais même quand ils font leur duo sur les escaliers d'incendie, là, Tonight, quand ils chantent ensemble, tout le reste devient flou à part eux. Donc c'est le même effet qui est utilisé pour les isoler du reste du monde, montrer qu'ils sont bien dans leur espace. Parce que t'as personne qui se met à gueuler au balcon, vos gueules, il y en a qui essayent de dormir. Même les parents de Maria, alors 5 minutes avant, étaient là, ils vont t'entendre, et là vous êtes en train de chanter à tue-tête, arrête de te foutre de ma gueule. Et puis c'est le moment, ils se disent There's only you, il n'y a que toi. Et moi ça m'a fait penser au premier Force Bond avec Rey et Kylo, où il lui dit je vois pas ce qu'il y a autour de toi, ça tombe bien, eux ils sont dans une forme de blur, je ne vois que toi, just you, only you, only you. Donc ça m'y a trop fait penser aussi au Force Bond quand ils chantent Tonight tous les deux, et ça rejoint que tu dis. Oui, tout à fait. Ils ont un lien psychique, c'est le destin que ces deux-là se rencontrent, parce qu'ils se connaissent depuis 24 heures quand ils meurent, quoi.
Ils ont dû se Oui, côtoyer mais 48 comme il l'a heures dit, grand max, tu vois. il savait qu'elle allait être là. Puis comme la première chose qu'il dit, c'est ah mais on se connaît, on s'est déjà rencontrés. Enfin, tu vois, Ouais. comme quand on a finalement cette chose pas très expliquée finalement de l'épisode 7 au moment où la fille dont j'ai tellement entendu parler, tu vois. Bah, Eh ben, où est-ce que t'en as entendu il en a parler, entendu mon parler gars ou comment. C'est, je veux dire, la fille qui a toujours été dans mes rêves, à la limite, c'est un peu ça. En fait, c'est l'idée que ça devait déjà être présent quelque part dans son inconscient. On en reste là-dessus. Par rapport aussi, en tant que fan de Star Wars, le moment venant de la nuit d'amour, là, où ça commence, donc elle le trouve dans sa chambre alors qu'elle est en train de prier parce qu'elle vient d'apprendre la mort de son frère et qu'elle est là, non mais c'est pas possible, merde, gros problème, je suis en plein drama. et donc il arrive et premier truc qu'elle lui fait, c'est meurtrier, assassin. On a eu ces échanges-là, je vous rappelle, entre Rey et Kylo, notamment dans le dernier Jedi. Oui. C'est passé, c'est parmi leurs premières discussions quand même. Magnifique reproduction, restitution. Avec l'intonation, tout qui va bien, attention. Hein, voilà, en mode bienvenue au marché aux poissons. Ça tombe bien, on est sur Arto, on est chez les Lanais. Exactement, c'est ce que j'allais dire, on est dans les morues de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Puis, bon, évidemment, elle change son fusil d'épaule, etc. Le tout se fait, il faut le dire, dans une utilisation des couleurs bleues et rouges, oui, qui sont très bien placées. Le rouge derrière le garçon, le bleu derrière la fille, avec d'ailleurs cette magnifique porte multicolore. Ah oui, elle est belle cette Ce porte. décor est particulièrement réussi. Ça fait partie des portes qui ont le plus marqué les gens, je crois, en termes de décor. C'est un truc qui est assez marquant. Elle est très jolie. Et c'est vrai que alors que tu as toutes ces couleurs, ils n'ont gardé que ces couleurs complémentaires de bleu et rouge, qui est vraiment marquée derrière les deux personnages comme une opposition, avec vaguement des fois des moments où ça peut virer au violet. Et ça, c'est la palette de base de notre Jedi Sith et de nos deux personnages qui sont vraiment particulièrement marqués là sur la postlogie. Et je suis désolée, mais ça n'a jamais autant été marqué que sur la postlogie, cette ambivalence entre le bleu et le rouge. C'est sur les posters, ça n'a jamais été aussi présent. Et là, ça a été vraiment le cas sur nos posters. Là. Ah oui, surtout les posters de l'épisode 9, il y a eu quelques mêmes couvertures de magazines où ils ont joué le mélange du bleu et du rouge à fond, quoi. C'est tout ça pour ça. Ah si, moi j'avais noté aussi sur le moment des combats justement, des combats, oui, le moment de la grosse bagarre, c'est pareil, ils sont dans un mode bunker un peu comme sur Crète aussi, on est sur des lignes extrêmement, il y a une utilisation de la géométrie avec les fonds de décor, les grandes lignes, etc. directrices, comme a utilisé Ryan finalement avec ses tranchées, et toutes ces structures de bunker là. Et quand ils se battent, c'est sous un pont, donc dans une espèce d'ambiance pareille qui est très souterraine, etc. Ça m'avait aussi visuellement, je trouvais qu'il y avait aussi un écho. Ah c'est très, bah oui, parce que c'est un endroit hyper glauque qui pue la mort en fait. Tout est mort. Il y a pas de plantes vertes au balcon, il y a pas de plantes, même de la mauvaise herbe qui pousserait autour des terrains de jeu, de terrains de basket et tout. Il y a pas de végétation dans West Side Story en fait. Ça m'a vachement marqué. C'est vraiment le milieu urbain ultime. C'est extrêmement minéral et stérile. Et tu te dis d'entrée de jeu, comment veux-tu que les gens grandissent et aient de l'espoir et dans cet univers tellement stérile, tellement minéral enfin qui pue le désespoir en fait, complètement. Je veux dire, même chez Doc, qui est censé être un magasin de bonbons, déjà ils sont où les bonbons? T'as l'impression d'une espèce de troquet tout pourrage de la zone. T'as vraiment pas envie d'entrer. Ils vendent que du Coca-Cola, ils vendent que du Dr Pepper et du Coca. Après, j'avais autre chose à dire, mais c'est en rapport avec hashtag je suis Kylo, c'est la chanson Officer Krupke. Ouais, c'est ça. Et parce que t'as Shrunk qui dit ouais c'est ça, au poste de police ils arrêtent pas de me dire que je devrais essayer de les comprendre, ce sont des incompris, c'est pas vraiment des délinquants, c'est pas vraiment leur faute. Et puis t'as cette espèce de chanson où les Jets disent mais non mais on n'est pas des délinquants, on est des incompris, et puis après ils s'inventent tout un tas de maladies entre guillemets, j'ai des maladies mentales, c'est une maladie sociétale, c'est ceci, c'est cela. Bon bah ça nous renvoie vers Kylo qui est un peu l'incarnation, un peu beaucoup même d'un certain nombre de troubles mentaux
En tout cas, beaucoup de gens se sont retrouvés chez lui. C'est la chanson est carrément au milieu de la comédie oui, musicale. elle est en plein C'est milieu. le milieu de la comédie. Ouais. Et c'est pas pour rien, parce que c'est vrai qu'eux, ils partent en mode complètement satirique en disant, les adultes, ils arrêtent pas de nous coller, ils essayent de trouver des raisons à pourquoi on se comporte mal, c'est un tas de fumisterie finalement. Aussi parce qu'ils sont pas capables d'apporter une solution, en fait, parce qu'on les renvoie de l'assistante sociale aux psychanalystes, aux chargés de la jeunesse et des choses comme ça. Puis en fait, ça se termine, on les fout en tôle parce qu'on n'a pas envie de s'occuper du problème, quoi. Donc eux, ils ont cette connaissance-là que de toute façon, on leur sort n'importe quel baratin. Les gens vont de toute façon pas s'intéresser vraiment à leurs problèmes, mais il y a quand même un vrai questionnement derrière, qui est pourquoi est-ce qu'ils se comportent, pourquoi est-ce qu'ils en sont là. Et c'est vrai qu'il y a des questionnements à avoir. Et c'est vrai que c'était tout le fond de la postlogie aussi. C'était finalement pourquoi Ben Solo est devenu Kylo Ren. Et ça reste encore aujourd'hui un des problèmes de la postlogie et un des trucs qui fait criser les fans à droite à gauche, c'est-à-dire les gens qui disent qu'il est défendable et ceux qui disent que non, il peut que crever parce que cette pomme était pourrie. Alors qu'aucune pomme ne naît pourrie, hein, faut arrêter le délire, quoi. Mais c'est... Donc t'as tous ces braves garçons là qui rigolent des différentes explications à leurs problèmes. Moi, ça m'a fait penser à ce passage dans La Haine, où à un moment donné, t'as un vernissage avec des tableaux, et les personnages principaux viennent foutre la merde, et après ils se cassent, et les bourgeois qui étaient là avec leur coupette de champagne au vernissage disent « Les jeunes, tu sais, genre ils balayent ça d'un revers de la main, genre il y a une explication, mais c'est pas notre problème, tu vois. » Et ça m'a vraiment fait penser à ce passage de La Haine, qui explorait ce problème-là, genre oui, alors ils ont quel avenir, ils font quoi Donc là, eux, ils en rigolent, ils tournent tout à la dérision. À un moment donné, oui, faudrait faire examiner ta tête chez un psy et patati patata. Ils en rigolent parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont aucune solution à attendre des uns et des autres, que ce soit les politicards, les médecins, et qu'au final, tout le monde se fout de leur gueule, tout le monde s'en fout, à part ce flic, qui est un peu un vieux de la vieille, machin, qui aimerait bien calmer le jeu et puis qui arrive pas, quoi, auquel ils manifestent un certain respect, quand même, les Jets, en tout cas, mais ça suffit pas à arrêter l'escalade qui va aboutir au drame, en fait. Ce qui est dans le cœur de la chanson, c'est le Deep Down Insider's Very Good, c'est-à-dire est-ce qu'il y a du bon ou pas, au fond, dans ces personnages. Nous, qui les voyons danser, chanter avec leurs histoires, leurs amourettes et leurs trucs, que ce soit du côté des Sharks ou du côté des Jets, on voit bien qu'il y a du bon chez tous ces personnages, en fait. Et c'est tout le fond de la postlogie qui, normalement, aurait dû s'articuler plutôt principalement autour de ça, bien que, oui, Rey était le personnage féminin fort, mais si tu t'intéresses au fait qu'on est sur la saga Skywalker, non, Rey Skywalker n'était pas le projet. T'avais le dernier Skywalker, mais c'était exactement la première question qui était posée à propos d'Anakin, ou que se posait, qui était redéveloppée par la prélogie, mais qui était évidemment déjà mis en germe dans la trilogie originale, qui était la question de y a-t-il encore du bon dans Vador? La question se reposait par rapport à Kylo, c'était est-ce qu'il y a encore du bon dans Ben Solo, dans Kylo Ren? Et c'était posé dès le début avec la scène de l'Orson TK, donc ça devait être la thématique ou la ligne directrice de la postlogie, qui était tout à fait en raccord avec l'histoire d'Anakin avant, etc. Et ce qui restait propre à la saga Skywalker et peut-être même à l'esprit de Star Wars, qui est qu'il y a toujours du bon dans quelqu'un normalement. Et c'est à toi d'essayer de le voir ou de le refaire sortir. Et donc, du coup, quand l'Orson TK dit tu peux pas échapper à la famille dont tu viens, qui est plutôt une famille de gens de bien, en fait, et à la lumière, forcément, ça remettait cette question-là. Et lui, il voulait pas accepter, mais sauf qu'on le sait dès le début aussi, qu'il se repose la question du je sens l'appel à la lumière. La seule personne qui accepte de voir encore ce bon, il y a sa maman, mais on la voit pas en train de faire grand-chose, ça resterait. Donc, du coup, on devait arriver à ça. Et on y est arrivé à la fin, mais personne d'autre l'a vu et ça servira à rien. Donc de toute façon, toute la thématique, elle est flinguée. Et quel était l'intérêt que la dernière conversation, ou presque, entre Leia et son mari, c'était justement, ça illustrait ce débat de Anne qui dit qu'il y a trop de Vador en Kylo et donc en gros son sort il est foutu, on n'y pouvait rien. Et Leia qui dit non, il y a encore du bon en lui, je le sais. Tu crois que je veux l'oublier? Mais si je veux qu'on me le ramène, je veux qu'on me ramène mon fils. Mais s'il y a trop de Vador en lui, d'une certaine manière, c'était aussi une réponse positive parce que Vador, à la fin, il est rattrapé, comme le rappelle très bien d'ailleurs Rey à Luke dans le dernier Jedi. Elle dit mais vous avez été capable de voir qu'il y avait encore du bon dans Vador. Pourquoi vous n'êtes pas capable de le voir
dans votre neveu. C'était la question sous-jacente de ça, en fait. Parce que Vador, il avait quand même beaucoup plus d'atrocités au compteur que Kylo à ce stade, de toute façon. Donc, de se dire que jamais personne n'est complètement perdu, irrécupérable. Tu vois, le Tony, il s'en était sorti. Il avait réussi à sortir de tout ce marasme de guerre des gangs, etc. Et malheureusement, il a replongé pour des raisons XY. Et une fois qu'il a tué, l'histoire juge que il faut qu'il crève. Il aurait très bien pu réussir à empêcher la baston et faire en sorte que il y a un pont qui se crée entre les deux factions, quoi. Mettons que il aurait, de toute façon, ça se serait passé comme ça s'est passé. Bon, il aurait peut-être été peut-être plus intéressant. Je vois pourquoi ils l'ont marqué. Voilà, Roméo et Juliette, tragédie, blablabla. Mais il aurait peut-être été plus intéressant, soit de le blesser et qu'il paye effectivement sa dette un certain temps à la société, parce qu'on lui aurait trouvé des circonstances atténuantes vu la situation probablement, que cette fin définitive de il meurt et puis grâce à son sacrifice, la paix va revenir entre les Sharks et les Jets. Oui, bon, il y aura 2 autres gangs derrière qui vont se créer et puis il n'y aura pas grand-chose. Ouais. C'est ça. Après, c'est vrai que cette petite jeune fille, elle aura eu sa vie complètement bousillée parce que non content d'avoir perdu son frère dans l'histoire, elle a perdu le premier grand amour de sa vie. Alors, quand tu termines comme ça, évidemment, nous on part de manière fictionnelle, jamais plus, elle ne retrouvera l'amour. Ce qui est assez moche quand t'as 18 ans quand même, ou 17 ans, tu te dis... tu pourrais aussi penser qu'elle a tiré le grand lot des premières fois de certaines histoires où en plus, ça se trouve, elle va se retrouver en cloque d'ici 1 mois ou 2 et elle va devoir élever son gamin toute seule avec le succès que ça avait dans les années 60, vu en plus le milieu dans lequel elle est, et qu'elle doit, elle va se retrouver maman solo, à simplement faire de la couture quand même, maman courage. Et puis si elle révèle à ses parents qui est le père, l'assassin de leur fils, elle va être blacklistée encore plus, parce que déjà fille-mère dans la communauté portoricaine dans les années 60, je veux même pas imaginer, mais si en plus elle a l'enfant de l'assassin de son frère, moi je donne pas cher de sa peau, ça se trouve les parents ils vont la buter avant. Ouais non, c'est compliqué. Crime d'honneur. Ouais, crime d'honneur, ouais, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Donc on peut que lui souhaiter qu'elle ait ses règles dans le mois qui vient, tu vois, parce que Bibiche, sinon c'est moche, quoi. Mais du coup, tu te dis oui, si c'est son seul amour, parce qu'on te le présente comme ça, vu qu'ils ont eu un mariage symbolique, que tout est symbolique, c'est un coming of age et machin. Quand tu viens de dire que t'étais diade dans la force, en théorie, c'est pas pour en retrouver une autre juste derrière. Oui, le grand amour, normalement, tu le retrouves pas juste derrière. Tu peux pas imaginer Roméo sans sa Juliette et vice versa. C'est voilà, quoi. De même que tu peux pas imaginer Ray, normalement, avec qui que ce soit d'autre que son âme sœur. Enfin, je veux dire, c'est d'un glauque, sinon c'est pas la peine de nous vendre le principe d'âme sœur et... Sinon ça va être avec Good Enough for Now. T'as ton âme sœur pendant 5 minutes, puis après tu fais du Good Enough. C'est pas grave. Friends with benefits, et puis c'est marre. C'est sordide. Tu peux pas avoir le top du top en termes de romantisme et ensuite espérer pour ton héroïne un truc sordide qui la ramène à une vie ordinaire, alors que justement, pendant tout le temps du récit, elle était passée de son monde ordinaire à un monde extraordinaire et à vivre des choses extraordinaires que la plupart des gens ne vivront pas. Bon, merci, vu comment ça se termine la plupart du temps, mais donc voilà, elle va pas se retrouver en ménage avec un mec qui va la tabasser, qui va lui faire 10 mots, mais machin, c'est pas possible de... Non, au moins la personne à la fin qui vient lui demander, tu t'appelles Maria comment? D'abord, on le sait pas comment elle s'appelle. Elle s'appelle juste Maria. Oui, parce qu'on a les noms des gangs, mais on n'a pas les noms de famille, parce que finalement c'est pas des histoires de famille, mais bon, on est sur les Capulet, les Montaigu, on le sait, de toute façon. Donc, mais tu vois, il a fallu la mort de Roméo et Juliette pour qu'ils arrêtent de se foutre sur la gueule à Vérone, les Capulet, les Montaigu quand même. Il a fallu que chacun perde un enfant pour qu'ils enterrent la hache de guerre. Donc quand même, le prix à payer, il est vachement élevé. Et là, même si Maria s'en sort, son frère est mort quand même. Donc ça veut dire que quand même, chaque gang, chaque faction a perdu quelqu'un et que ça fait réfléchir. Ils vont enterrer la hache de guerre de la même manière qu'ils vont enterrer Tony avec les honneurs. On voit bien comment ils emportent le corps à la fin. Au moins, ce sera la paix entre eux. Mais comme tu l'as dit, il y aura d'autres gangs qui viendront parce que dès le début, les Jets disent « Mais attends, tous les gangs précédents, on les a virés et tout, mais les Portoricains, on n'arrive pas à s'en débarrasser.
ils sortent de partout comme les cafards. Alors en plus, le sous-texte raciste, ça fait réfléchir, tu vois. C'était le but du jeu aussi. De toute façon, oui, c'est tout à fait le but du jeu aussi, donc ça, c'est un côté malaisant, tu te dis. Et c'est pour ça que, Spielberg... Non, mais ils sont racistes entre eux, hein. Faut rappeler aussi qu'ils sont également... je veux dire, voilà, ils se balancent tous les deux. Enfin, il y en a aucun qui est... D'ailleurs, il y a tout le fond de la chanson, justement, il faut qu'on trouve un endroit pour nous, beyond, tu vois, right or wrong, quoi. Loin de toutes les divisions. Bon, ça n'existe pas, évidemment. Mais voilà. C'est la jeunesse qui fait dire des conneries comme ça. Il serait jamais accepté d'un côté comme de l'autre, dans tous les cas. Donc, ce qui m'avait... pas fait du mal encore, mais qui m'avait rappelé le gâchis que c'était pour l'épisode 9, c'était... Tu te rappelles comment, avant l'épisode 9... Oui, au-delà du bien et du mal, je te retrouverai à exactement. mi-chemin. Là, et comment ça a été... j'y repensais quand on préparait le West Side Story, et je repensais à... Mais du coup, ça s'est représenté comment exactement dans l'épisode 9 Qu'est-ce qui s'est passé, là il y a un moment, vous l'avez perdu, votre mood board, là vous avez foutu le feu, il était recouvert par un autre post-it. Oui, parce que l'idée, c'est de se retrouver à mi-chemin. C'est exactement ce que Ryan mettait en place avec l'épisode 8. D'où le yin-yang du Prime Jedi, d'où le fait qu'on ait une héroïne du côté de la lumière, mais qui est attirée par le côté obscur, et un héros du côté obscur, mais qui est tiraillé par la lumière. Et justement, ce qui est censé transcender les divisions comme ça, obscurité, lumière, faction, c'est leur amour l'un pour l'autre et leur compréhension l'un de l'autre. C'était le pont, c'était eux, les mains qui se joignent aussi, c'est le pont entre les deux côtés de la force, entre les deux côtés du conflit, et ça a été complètement mis de côté dans l'épisode 9, et c'est vraiment dommage. Oui, enfin, comme dans West Side Story, ils n'auront jamais trouvé l'endroit où ils pouvaient être heureux tous les deux, quoi. Non, pour vivre. C'est pas qu'ils aient passé beaucoup de temps à le chercher, mais c'était parce que ils forcément elle faisait la gueule pendant tout le temps. Non, mais elle, ça l'intéressait pas dans le 9, dans la manière dont ça a été représenté. Mais par contre, je note que c'est à peu près ce que l'offre que lui faisait Kylo à la fin du 8, en tout cas, prends ma main et nous y sommes presque. C'était exactement ça. C'était il y en a marre des sharks et des jets. C'était exactement ça. C'était à tout foutre le feu à cette merde, à tout. Alors Aurélie derrière, fous le feu. C'était horrible. Bon bref, tu fous le feu à tout, et puis on va se trouver un petit coin bien tranquille, qu'on va tout refaire comme on a envie que ce soit. C'est exactement sa proposition du 8, si tu veux, le There's a Place for Us. Oui, il avait compris que ces divisions étaient nulles et non avenues, qu'elles n'avaient plus lieu d'être et qu'il fallait proposer quelque chose de nouveau. Par contre, il proposait de le faire en prenant le contrôle d'un pouvoir militaire, tu vois, extrémiste, parce qu'il n'allait pas lâcher son armée comme ça. Ils n'allaient pas vivre d'amour et d'eau fraîche sur Arto, c'était pas ça qu'il lui proposait non plus, tu vois. Donc, mais il y avait de l'idée. Avec les lanais, en attendance. Il y avait de l'idée, Kylo, il y avait de l'idée. Ah, mais attends, si dans le couple, c'est lui le cerveau, hein. Oui, c'est pas une intellectuelle, rien. Enfin, je dis pas qu'elle est bête, mais puis lui, c'est pas pour planifier, c'est pas une flèche non plus, mais il peut. Quand il arrive à se concentrer, c'est te dire. C'est te dire. Alors eux deux, ils ont même pas une moitié de cerveau, tu sais. C'est que des hormones. C'est des hormones qui foutent la merde. Mais ils sont quand même moins cons que Tony et sa Maria, donc l'un dans l'autre. Ah, je sais pas, ça se discute, hein, tu trouves? Ouais, au moins, je suis désolée, mais Maria, elle a l'intelligence du cœur à la fin que n'a pas Ray. Oui. Tiens à le dire. Oui, c'est vrai. En tout cas, tel qu'on nous l'a représenté, parce que c'est tout le problème. C'est-à-dire, il y a clairement des problèmes de montage, hein, qui font que c'est pour ça qu'elle apparaît aussi. On est triste de devoir dire à chaque fois quelque chose de négatif sur elle, parce qu'en soi, c'était un personnage qu'on aimait bien. Oui, elle était super. Mais c'est vrai que dans son montage, après Maria couche-toi là, c'est Ray salope, hein, quand même. Hein, et pas parce qu'elle a couché avec, on aurait bien aimé, mais non. C'est Ray, la virginale, la glaciale, l'intouchable. Hein, Maria, elle a pensé à changer avec une tenue appropriée à la fin pour son final. Ouais, elle était en rouge. Elle a commencé en blanc, elle a fini en rouge. Elle a une évolution de personnage. Oui. Matérialisée par sa coiffure et ses chouettes vêtements. Encore une fois, comme on disait sur l'épisode de Star Wars Beauté et Cosmique, c'est pour ça que ça peut nous permettre de placer un peu les traits riches au passage à Ryan. Mais Ryan, lui, il montre une évolution de personnage aussi dans leur manière de... Alors, déjà, dans la manière de s'habiller aussi, parce que même Kylo, tu vois, il nous l'avait relooké, hein, il était relooké dans cet épisode. Il y a des changements qui sont... C'est important, ça, la manière dont tu te présentes aussi, dont tu représentes symboliquement tes personnages. Ah bah oui.
Bah, c'est super important parce que les gens ils vont l'intégrer ça. Après au moment où elle a les cheveux lâchés, c'est hyper symboliquement c'est hyper chargé et intuitivement à partir du moment où on a regardé beaucoup de films, beaucoup de séries, etc. On sait très bien que ça veut dire qu'il y a une libération, il y a quelque chose qui se passe quoi. Et c'est pour ça quand on l'a eu avec ses chignons hyper serrés, il n'y avait pas un poil qui dépassait dans l'épisode 9. Idéalement, il aurait fallu tout lâcher dans le 9. Ah bah ils ont tout lâché, mais ça s'appelle le scénario. Et ils ont tout lâché. Oh mon Dieu. Tout lâché les gars, là. Alors là, pouf. Ryan aussi, il avait tout lâché, il avait tout ça. donné, mais ça n'a pas du tout donné la même chose. Mais c'est vrai que les parallèles avec West Side Story, déjà visuellement, le code couleur, tu aimes tellement dire que c'est une rhapsodie en rouge, le dernier Jedi, et bon bah, West Side Story aussi, hein. C'est une rhapsodie en rouge et en gris, hein. Donc rien que là-dessus, c'est... Oui, parce que Rhapsody en bleu, c'était déjà pour ça. Ils ont essayé, hein, ils ont fait passer toutes les couleurs. Non, c'est vrai qu'il y a une belle utilisation des couleurs. Après, je ne sais pas ce que Spielberg en a fait derrière. C'est sûr que le film a besoin d'être modernisé. On l'a dit, bon, les acteurs... Rita Moreno, elle est très bien. Moi, j'aime bien George Chakiris, donc aussi parce que c'est un Enfin, il a une filière Yul Brynner, donc forcément, il a ma sympathie, si tu veux. Puis, il a quand même dansé à Rochefort. Alors bon, voilà, on va lui donner un peu le côté franchouillard aussi. Je place quand même aussi que... ça n'a rien à voir sur la comédie musicale, mais Russ Tamblyn qui fait Riff, il a quand même il nous fait quand même du trapèze, du machin, des trucs. Putain, ce mec, c'est un vrai athlète. Ah hein, oui, quand même, il est taillé. Tu vois que c'est tous des danseurs, chanteurs, etc. Ah oui. Ils viennent tous de la danse moderne, je pense. Mais lui, il est particulièrement en forme. Hein. Bon, pas Nathalie Wood, hein, c'est pas une danseuse, hein, Nathalie Wood. C'est pas une chanteuse non plus, parce qu'elle est doublée par la chanteuse qui fait aussi la voix de Audrey Hepburn dans My Fair Lady. Tu sais, je t'avais oui, dit. c'est vrai. Bah, après, elle se débrouille bien hein, pour quelques pas de danse. Nathalie Wood, elle s'en sort, mais ouais. Ah bah, c'est une enfant actrice, je veux dire, elle a toujours été sous le feu des projecteurs. C'est comme les Shirley Temple, les Debbie Reynolds et tout ça. C'est les générations où on faisait tout le musical. Je veux dire... C'est pas Judy Garland, hein, mais bon, voilà. Mais le fait est que, oui, elle a forcément fait des cours de danse et de comédie musicale quand elle était jeune. Bon, après, elle avait pas forcément une aptitude particulière pour ça, mais par contre, oui, le look, oui, clairement. On a fait une grosse digression juste à partir de la salle du trône. Mais finalement, encore une fois, elle se pose là. Enfin, je dis, moi, je suis convaincue qu'il y avait, c'est évident qu'il y avait cette surimpression-là qui se faisait. Ça, c'était On est sûr. devenus les psychanalystes officieuses de Ryan Johnson. Je sais pas s'il aura un retour sur cet épisode, mais peut-être qu'il a eu conscience quand même d'intégrer du West Side Story. À savoir. Ben, je sais pas si vraiment ça a été demandé sciemment, pas le fait quelle est cette apparence-là, tu vois, je sais pas. Est-ce que ça a été... ils ont sorti un mood board avec ça. Non, parce que c'est évident. Hein. Oui, j'avoue que alors, n'ayant vu West Side Story qu'une seule fois avant, moi j'aurais jamais fait le lien. Mais bon, une fois que je l'ai revu, bah oui, il y a quand même beaucoup de parallèles quoi. Avec le dernier Jedi. Non, mais je te dis, Maria reste supérieure à respect. Parce que quand on essaye de la coller en blanc au début, elle est là, oh non, il me coller en blanc, tu vas faire péter le décolleté, tu sors le Wonder Bra, tu me mets une jupe à la touffe et puis tu mets de la couleur, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais à un bal, moi, j'ai envie de pécho, moi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça me rappelle Scarlett après... O'Hara au début qui baissait tu sais, au moment, qui baissait ses froufrous verts là, pour montrer un peu de nichon, Oui. un peu avant d'aller au bal. Il y a un peu de ça quand même. Fais péter la viande, allez au barbecue, faut sortir. Ah, je vais faire craquer le corset, moi. Un pécho, moi. Bah voilà, Ray, c'était un peu pareil. Elle était, je dis, à bord du faucon. Et bon, bah alors attends, Chewbacca, alors on va mettre un peu d'heure. Il aime bien le noir, ce garçon. Ah, s'habille un peu lui, hein. Et puis, on va mettre de l'or dans mes cheveux et un peu plus de noir sur mes yeux et du rose sur mes lèvres. Et puis c'est parti. Oh, il n'y a pas de rouge à lèvres. Eh ben, on va prendre de l'huile lubrifiante pour le faucon. Ce sera pareil pour faire du gloss. Ça va le faire. Un peu de noir, là, qui traîne sur les tubes, les machins. Parce que ça un peu de cambouis sur les yeux. Ouais, c'est ça le cambouis. Un peu plus de cambouis sur mes yeux, du lubrifiant dans mes cheveux. C'est à peu près ça, le système D.
écoute, quand tu vas rejoindre ton mec et que tu veux le ramener du côté lumineux, t'as intérêt à mettre le paquet. Donc, tu fais avec ce que t'as sous la main, t'en tires le maximum, quoi. Elle a pas fait péter le décolleté, mais c'est le seul truc qu'elle a pas osé faire. C'est vrai, il a pas osé nous faire Non. ça. Bah, après, c'est une guerrière, hein. C'est pas non plus... Elle allait pas non plus au bal, tralalalala, avec ses froufrous, ses franfreluches et tout, mais c'est la version Xena de... de Maria, tu vois. On peut dire aussi qu'il y a aussi le respect des codes typiques Roméo-Juliette, on va dire, mais là aussi, c'est-à-dire le fait que l'homme est en bas, la femme est en haut. On a quand même plusieurs fois vaguement des effets de balcon. Déjà dans le 7, quand elle voit Kylo en train de tuer Anne, elle est au balcon, en position supérieure à regarder. Et évidemment, dans la scène finale, plus ou moins de l'épisode 8, c'est un moment où elle ferme le faucon, où elle est en position supérieure et lui en position inférieure, où elle le regarde du fond de sa tombe. Hein. On pourrait presque être justement comme dans la fin de la scène de balcon après le mariage. D'ailleurs, finalement, au moment où il s'en va, et elle lui dit « Ah ouais, j'ai l'impression que je te vois au fond de ta tombe. Foreshadowing !» Wink, wink. La prochaine fois que tu le verras, il sera mort. Donc, et il était dans une tombe, mais sauf que symboliquement pour nous, enfin tu vas me redire Aurélie, parce que bon voilà, le temps a passé, mais nous la manière dont on l'avait décrypté, ou moi je l'avais vu à la fin du 8, pour moi à la fin du 8 t'avais déjà la mort de Kylo Ren, il était déjà mort pour moi à la fin du 8, ce qui devait ressortir du bunker de Crète et qui devait être montré normalement avec intelligence dans l'épisode 9 aurait été une renaissance, une chrysalide de Ben Solo qui ressortait de cette armure de Kylo Ren qui était un cocon qui avait fini par péter et qu'il fallait surtout pas rafistoler, qui devait continuer de péter pour laisser Ben Solo émerger sous une forme ou une autre. Il est tellement misérable à la fin du 8, Rey qui coupe le lien et qui lui ferme la porte au nez, c'est le coup de grâce normalement pour Kylo Ren. Parce qu'il se rend compte qu'il a merdé sur toute la ligne et que ce qu'il veut vraiment vient de lui échapper. Et c'est décrit comme ça aussi dans la novélisation et visuellement, il n'y a pas photo. Voilà, il est désespéré, notre garçon. Là. Donc effectivement, il y avait eu tout ce débat après l'épisode 8, là, pendant l'âge d'or, entre l'épisode 8 et l'épisode 9, entre est-ce qu'on aurait un Renperer, donc un empereur Kylo Ren complètement pourri, intransigeant, enfin voilà quoi, un dictateur bis, ou est-ce qu'on aurait au contraire un Benperer, c'est-à-dire Ben qui commence à sortir de sa chrysalide, qui commence à mettre des choses en place en interne pour limiter la casse, retrouver sa chérie parce que lui courir après, de toute façon ça c'était plus fort que lui, on a bien vu, quel que soit le scénario, et commencer ce travail de contrition tout en étant au pouvoir. En se rendant compte que le pouvoir, c'est pas ce qu'il voulait et qu'à un moment donné, il allait falloir qu'il rectifie le tir. Il y avait les deux écoles, ça discutait beaucoup sur les réseaux sociaux à l'époque. Au niveau des fanfics, on a vu les deux possibilités qui ont été très bien écrites. Malheureusement, ce que Deleuze nous a donné, c'était pas... Ils auraient pas dû... Enfin, même si tu partais sur un Kylo encore un peu vénère au bout d'un an, etc., ils auraient pas dû continuer à se foutre sur la gueule pendant aussi longtemps, pendant les 2 tiers du film. C'était trop long, quoi. C'était trop long. Tu peux plus rectifier le tir après. Encore une fois, il aurait plutôt dû être comme notre Tony, ok, j'ai vu ce que ça donnait la guerre des gangs, j'ai perdu ma gonzesse, j'ai ok, bon je vais rectifier le tir et devenir un bon garçon. Redevenir un bon garçon. Parce qu'elle a pas besoin de lui dire dans le 9 je voulais prendre ta main, la main de Ben, pas la main de Kylo. Enfin, je veux dire, c'est clair qu'elle a fermé la porte à Kylo Ren et que ce qu'elle veut, c'est Ben Solo. T'as pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour t'en rendre compte. Je veux dire, même lui, il aurait dû tilter, quoi. Au pire, il y a le fantôme de Luke qui serait venu lui tirer les orteils la nuit pour lui dire dis donc, mon couillon, t'as toujours pas compris pourquoi ta gonzesse, elle est partie. C'est ça qu'on aurait dû avoir aussi. C'est son Jiminy Cricket, le fantôme de Luke qui serait venu un peu lui causer... non, parce que jusqu'au bout, Luke, il restera un con parce qu'il n'aura pas vu ce qui était positionné à la fin du 8, hein, je tiens à préciser. Mais du coup, dans le 9, il reste quand même le type qui n'aura pas vu le bon dans Kylo Ren jusqu'au bout, quoi. Alors qu'il avait promis de revenir le faire chier, tu vois. Et ça, pareil, ça avait été très bien fait en fanfiction et en fanart. Je pense à Cassiopeia, notamment, qui avait plein de situations où Luke, il vient faire chier Kylo. Kylo dans son bain, Kylo dans son... Et t'as l'oncle qui débarque, fait « Ah, putain !» Tu vois, ça aurait été intéressant, quoi. Mais bon.
Dernier point sur le fait que c'est pas déconnant de remettre des parallèles entre Star Wars et une comédie musicale, parce que là tu repars sur le côté opératique, on va dire, de Star Wars, vendu comme un space opéra. Comment ça se voit? Ça se voit, par exemple, l'utilisation du côté choral, si tu veux, que tu t'as pas nécessairement dans tous les films d'aventure, mais clairement tu l'as dans Star Wars. En particulier là, vraiment, cet effet choral de plusieurs trucs qui se passent en même temps, que tu retrouves quand tu vas assister à une comédie musicale ou à un opéra, c'est-à-dire le moment où t'as tous les chanteurs, là tu fais péter le machin, et t'as différents personnages qui sont là sur scène à chanter chacun leur partition. C'est exactement ce que t'as dans les grands moments, tu vois, les grandes envolées. Oui, voilà, de Star Wars, tu l'as complètement. Et je pense qu'un jour, forcément, on va se retrouver avec... Alors, je sais bien qu'on l'avait dans cette horreur qui est... c'est pas vraiment une comédie musicale, t'as juste Carrie Fisher-Schulte qui chante une chanson à la fin, mais tu vois, je pense que forcément, un jour, ça va sortir d'avoir une comédie musicale Star Wars. Je vois pas comment ils peuvent faire autrement. Ah bah, surtout que maintenant, ils ont été rachetés par Disney. Disney, c'est ce qu'ils font. Alors, avec plus ou moins de bonheur... T'arriverais à le supporter? Je ne sais pas. Ça, ah oui, ça c'est un autre sujet, ouais, effectivement. Au conclu, du coup. Moi, j'ai rien à ajouter. C'est vrai que ce qui est amusant, c'est que tu te retrouves parfois avec des lignes de dialogue qui pourraient être écrites de l'un à l'autre. C'est vrai qu'il y a certaines phrases où t'es là, tu te dis, putain, mais c'est du Star Wars, ou vice-versa d'ailleurs, mais parce que voilà, c'est le côté surimpression Roméo et Juliette qui fait que forcément tu vas te retrouver dans les thématiques, les phrases ou certaines ambiances. C'était logique, ça. Après, oui, tu vas avoir des ressorts identiques, donc des lignes de dialogue qui vont forcément être pareilles. Alors, donc vous l'aurez compris, West Side Story, moi j'ai pas aimé, mais par contre il y a plein de trucs qu'il fait mieux que l'épisode 9. Bravo à toi d'avoir vu le parallèle avec l'épisode 8, parce que une fois que tu revois la comédie musicale, tu fais ah putain, ouais, quand même. ouais, j'avoue, il y a du lourd. Et alors pour ceux que ça intéresse, il est disponible sur Amazon Prime. Moi, c'est là que je l'ai chopé. Heureusement que t'as pas eu à payer pour... non, pour... j'aurais vraiment eu mauvaise, j'avoue que... non, c'était gratos avec l'abonnement de ma moitié. Donc, c'était très bien. Voilà. On n'a pas encore décidé ce que serait la prochaine Richer du dernier Jedi. Ah bah si. Non, je pense qu'on sait très bien ce que c'est. Vous vous doutez bien qu'il y a un moment, on va faire quand même un très Richer je veux dire, à ce qui devrait être traité en long, en large, en travers, en diagonale, en verticale, et qui est le plus marquant des très Richer. Ce sera en 3D, c'est obligé. C'est quand même la thèse, l'œuvre, le point d'orgue de notre vie, quand même. J'ai envie de dire, la raison d'être de la chaîne, que dirais-je. Oui, mais c'est sa raison d'être. Oui, c'est sa raison d'être. Des Lucasfilm, oui, sûrement. Sûrement. Non, c'est obligé. Il y a quand même du gros morceau, quoi. Oui, c'est le cas de le dire. Donc sur ce, comme d'habitude, vous êtes invités à réagir dans les commentaires. Si vous avez vu le nouveau, le Spielberg là, n'hésitez pas aussi à mettre votre grain de sel. Est-ce qu'il y a un Tony torse-poil? Car il y en avait un dans le... Ça y est, je l'ai placé à la dernière, à l'ultime seconde. Faites confiance à Tata Claire. Il est sorti, il est revenu. Tony torse-poil existait dans le West Side Story de Wise. Alors c'était du flan, mais tu vois, ils auraient pu nous mettre un pantalon en taille haute noire. Et je pose la question, Spielberg a-t-il mis Tony en torse-poil, pantalon taille haute noire dans sa nouvelle version? Là, ce serait joli. C'est une vraie question existentielle. Ouais, ça nous intéresse. C'est la seule. C'est la seule qui compte. Alexandre, si tu nous écoutes, comme tu as trouvé que le Steven Spielberg était un chef-d'œuvre, a-t-il mis du pantalon taille haute noire? Vraie question profonde et philosophique. Et sur ce, on vous dit à très bientôt. À très bientôt.